Claver Maranga Moussavou, leader politique, notamment de la formation PSD, est notre invité sur vatrikov.com, l'émission, l'entrevue. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder de votre temps pour cette émission. Alors, on va parler d'élections présidentielles passées, du 12 avril notamment. On a constaté que vous étiez quasiment absent de la scène politique. Comment vous l'expliquez aujourd'hui aux Gabonais? Mais les Gabonais m'ont exclu de l'élection présidentielle. Il paraîtrait que ce sont les Gabonais qui ont décidé que quand on a plus de 70 ans, on ne soit plus capable d'apporter le meilleur de soi à son pays. Or, vous voyez bien que même la plus grande puissance de ce monde est dirigée par des gens qui ont plus de 79 ans, 80 ans, et donc, et autour de nous, on voit bien ce qui se passe. Comparaison n'est pas raison, mais c'est seulement au Gabon que, par ruse, parce qu'on aura lu Machiavel, on arrive à écarter ses pires adversaires ou ses adversaires sous prétexte qu'ils sont trop vieux, sans tenir compte du fait que on n'a jamais vu dans nos villages les vieux aller abattre les plantations et les jeunes rester au village à garder le village. C'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que quand tu as la chance de prendre de l'âge, quand tu as la chance de vivre vieux, quand Dieu vous a donné la force, la santé, et vous donne l'opportunité de vous mettre au service des autres, c'est une aubaine. Donc, je considère avoir été exclu, mais ma vie ne s'arrête pas là. Okay. J'ai des projets fort intéressants. Je dois terminer mes travaux d'Akanda, je dois terminer mes travaux du PK5 de Mouila, je dois rêver à terminer mes travaux du lodge de Moutassou, construire, si j'en ai les moyens, un complexe à Oussoutou, donc à Moutassou, qui comprendra un hôpital, donc un centre hospitalo-universitaire avec une faculté de médecine, une faculté de sciences. Et étant moi-même bouvier, une grande école agro-pastorale pour amener les jeunes à venir apprendre le métier d'éleveur et d'agriculteur. Et si j'ai les moyens, effectivement, de pouvoir les installer depuis Fougamou jusqu'à Lebamba, de Fougamou jusqu'à Mabanda, et pourquoi pas de prendre cette plaine de Morindi, de Chibanga à Morindi, et une partie vers Moulengi-Binza, les parties savanicoles qui ne sont pas occupées par l'entreprise qui a pris la relève d'Aglo-Gabon, pour que des jeunes puissent contribuer à faire que le panier de la ménagère ne soit pas aussi léger, parce que tout coûte cher. Donc tout cela contribue à des idées que je ne peux pas mettre en avant sur l'ensemble du territoire, mais que je peux mettre dans ma province, parce que c'est là que j'ai la maîtrise du corps social, et c'est là que je peux, à partir de là, donner un certain exemple. Et ensuite, je peux, je ne m'en cache pas, m'intéresser à ma ville de Mouila, la mairie, surtout, pour apporter une autre dimension, pour montrer l'exemple de la gestion véritablement d'une ville, en responsabilisant les chefs de quartier. Il faut leur donner une dimension. Les chefs de quartier que je souhaite voir assumer désormais de véritables missions. Ça participe aussi, même dans la commune, à la décentralisation.
donner aux chefs de quartier de bons salaires et qui auront à s'occuper de l'entretien de la propriété du quartier avec à leur côté 2 ou 3 agents municipaux qu'ils contrôleront, dont ils assumeront, disons, le contrôle de leurs activités, des activités qu'ils vont faire dans le quartier, et ainsi donner une dimension à chaque quartier, donner une dimension à chaque arrondissement et donner une dimension à la commune. Tout ça sont donc des projets que je voulais mettre en place pour l'ensemble du pays, mais que je peux mettre en place pour ma ville. Donc, je suis très occupé, donc ça ne me dérange pas que j'ai été écarté, soi-disant, par la population, mais quand quelqu'un a beaucoup de projets dans la tête, il n'a pas à s'en plaindre et il doit donc essayer de s'occuper autrement. De beaux et ambitieux projets, Monsieur le Président. D'ailleurs, on vous souhaite bon vent. Dans tous les cas, pour revenir à l'élection présidentielle du 2 avril dernier, Brice Clotaire Oligui-Nguema a été élu avec 94% de voix. D'aucuns félicitent ici et là. Mais jusque-là, on ne vous a pas entendu. Pourtant, vous êtes homme politique très expérimenté, mais surtout sportif, hein, fair play. Non, pour être fair play, il faut avoir participé. Moi, je n'ai pas besoin d'être fair play. Je fais une analyse objective de ce que j'ai vu. D'accord, de l'analyse que vous avez faite. Je dis d'abord que Oligui-Nguema n'avait pas besoin d'avoir 94,85%. Il aurait bien fallu qu'il ait plus. Non, nous assistons à des votes de parti unique. Et quand il y a parti unique, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'adversaire véritablement. Vous estimez que ceux qui étaient en liste ne étaient pas des véritables adversaires ou bien... Non, on ne peut pas avoir des adversaires sans que ces adversaires aient les mêmes moyens que vous. D'accord. On ne peut pas faire combattre dans une arène des gens qui n'ont pas le même niveau ou qui n'ont pas la même taille, qui n'ont pas le même poids. Et vous savez que Oligui avait pour lui les palais présidentiels, avait pour lui les avions de la République, avait pour lui les moyens de la République, et il a fait campagne depuis qu'il a mis les pieds à la présidence jusqu'à l'élection. Il était en campagne. Même quand il a construit des logements ou tout simplement des casernes de sapeurs-pompiers, c'est pour bien montrer que il était en train de faire quelque chose. Sauf que ces casernes ne sont pas encore tous terminées. Mais les gens retiennent que c'est un travailleur et donc il faut lui faire confiance. Mais quand on s'arrête un moment, on se rend compte que tout ce que nous avons au Gabon, c'est Omar Bongo. Que les ponts au toboggan qu'on a ici, c'est Ali Bongo. Que le pont, la route Tchengue-Omboué, c'est Ali Bongo. Pour l'instant, nous attendons les 1900 km de route qui sont imaginaires. Et par conséquent, je ne sache pas que quand on bénéficie de tous ces atouts, la parole, la presse, les médias de l'État, qu'on puisse se dire qu'on a quand on a le choix aussi de la date de l'élection, on ne peut pas dire qu'on a des adversaires. Mais considérons que Oligui-Nguema, c'est un Gabonais. Il n'est pas différent d'Omar Bongo, il n'est pas différent d'Ali Bongo, il a utilisé les mêmes méthodes et il a été élu. Largement. Il a été élu, mais il a été piégé. C'est pourquoi je dis qu'il n'avait pas besoin d'avoir un si grand score. Piégé par qui et pourquoi? Piégé par les Gabonais, qui chacun voulant être bien vu, pour mériter une part du gâteau.
Mais le gâteau ne peut pas être extensible à souhait. Il n'y aura que peut-être 30 ministres. Les députés, il y aura peut-être 150. Les sénateurs, une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine, sans plus. On ne peut pas créer, lui-même l'a dit, une autre administration. On sait combien il faut de directeurs généraux, il faut de directeurs généraux adjoints, il faut combien de secrétaires généraux. Mais il n'y aura pas un endroit où on emploiera tout le monde. Donc il va falloir une autre philosophie, amener les Gabonais à se prendre en main, à se prendre en charge, à avoir des projets pour apporter leur contribution à Oligingema, pour qu'ensemble, ils assument ou qu'on assume le développement de ce pays. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'en dehors de la présidence de la République, j'ai peut-être l'ambition de créer, non pas Libreville 2, mais Mouila 2, dans mon ranch. Et donc j'ai suffisamment de terre pour pouvoir le faire, mais à condition que j'ai les moyens financiers qui vont avec. J'espère avoir ces moyens financiers. On l'espère. Et donc, on a la possibilité de faire quelque chose. Quand j'ai décidé, par exemple, que Olam vienne à Moutassou, les gens étaient incrédules. Mais Olam est venu à Moutassou, ça a donné du travail à beaucoup de jeunes. J'ai laissé une partie de mes terres à Olam pour l'intérêt de ces jeunes qui étaient en quête d'emploi. Justement, pour l'intérêt de ces jeunes, on espère que vous aurez les moyens pour mener à bien ces ambitieux projets. Mais une autre question suscite bien le débat et motif de fierté pour de nombreux Gabonais aujourd'hui. C'est que les résultats de cette élection ont été rendus publics moins de 48 heures après le vote. Qu'est-ce que ça suscite? Je crois que si vous m'avez suivi, mais vous m'avez sans doute suivi, vous savez, j'ai toujours dit qu'il faut améliorer le rendu des élections. J'ai proposé que d'un clic, au sortir des urnes, on puisse envoyer les résultats au CGE à l'époque et au CND. Et que s'il y avait des réclamations à faire, c'était au sein du CND que ces réclamations devaient se faire. Et que normalement, autour de 20 heures, on devrait avoir les tendances confirmées par le CGE, parce que c'est le CGE qui annonçait les résultats à l'époque. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a pu donner les tendances, mais qui étaient fausses, qui se sont avérées fausses, de l'abstention, mais qui ne se trompent pas, et a tout fait pour donner les résultats 24 heures après, même s'il y a eu quelques erreurs, mais c'est dû à la précipitation sans doute. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. On aurait pu donner ces mêmes tendances à 22 heures au plus tard, au Gabon. Parce que nous en avons les moyens, même si la volonté n'a pas pu suivre. Seulement, avoir les résultats à 22 heures, le jour même ou le lendemain, n'est pas gage de démocratie ou de la transparence. Parce que ceux qui, à Mouila, ont provoqué la coupure de l'électricité parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Gabonais présents dans les bureaux de vote et qu'ils en ont profité pour bourrer les urnes, pour faire croire à Oligingema que Mouila a voté quasiment, parce que quand on bourre les urnes, on n'a plus la retenue nécessaire à voter à 100%. C'est avéré, Monsieur le Président? Oui, c'est avéré, c'est juste. Mais les forces de sécurité, les forces les forces spéciales ont informé Oligingema que les résultats ne sont pas ce que vous voyez là. Les gens ont forcé pour forcer la main au président de la République. Donc il faut beaucoup de corrections pour que nous puissions apprécier ensemble l'évolution de notre démocratie. C'est-à-dire que là où des efforts sont faits pour avoir les résultats le plus rapidement possible, il faut s'en féliciter.
Mais il faut aussi faire l'effort de ne pas bourrer les urnes. Il faut faire l'effort de laisser celui qui a été élu libre de ses futures décisions et non bourrer les urnes pour essayer de s'attacher à ses services et de montrer qu'on a été pour quelque chose alors qu'on a été pour rien. Pierre-Claver Marangam Savou, si Brice Clotaire Oligui Nguema est le président qui prône l'inclusion, vous tendez la main pour travailler à ses côtés, serez-vous disposé à le faire? Je ne peux pas répondre à une telle question parce que vous n'êtes pas Oligui Nguema. Sait-on jamais? L'occasion vous a donné, donc répondez. Vous n'êtes pas Oligui Nguema et par conséquent, si Oligui Nguema a besoin de moi, il saura où me trouver et il saura dire pourquoi il me solliciterait dans un sens ou dans un autre. Mais je ne me vois pas, moi, répondre à une telle question alors qu'il y a peut-être un certain nombre de préalables à résoudre avant que de travailler ensemble. Ce ne serait pas nouveau, puisque lorsqu'il a été, il a fait le coup d'État, j'étais de ceux, ou j'étais celui-là qui lui a proposé qu'on me donne un blanc-seing, un sauf-conduit pour aller chercher les moyens financiers. Et nous avons pu trouver Ganvor qui a financé les actifs d'Assala. C'était une contribution. Et lui donner des conseils de construire des universités. Il m'a fait confiance. Et les universités sont en train d'être construites. C'est une participation à l'action du chef de l'État. Je crois qu'il en est fier, même si ce ne sont pas ceux qui participent à la pêche qui gagnent le gros poisson, mais j'y ai participé, je ne suis pas peu fier non plus. Mais répondre à votre question, qui est celle de savoir si j'accepterais ou pas de travailler, je voudrais d'abord, comme une forme de boutade, vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire. Si quelqu'un est vieux, pour être président, il est aussi vieux pour occuper d'autres fonctions. Mais si le président qui a été élu s'engage à ne plus tenir compte des problèmes d'âge, s'engage à revoir la Constitution parce que ça nous discrédite, et avoir une Constitution impersonnelle et non discriminatoire, je crois que ce serait déjà un bon début pour prendre en compte l'autre, pour respecter l'autre et l'inviter à travailler dans des conditions où l'autre se sent respecté et se sent non pas exclu, mais introduit dans le sérail comme étant un fils gabonais ayant ayant une expérience à mettre au service de la nation. Monsieur le Président, vous disiez au début de cet entretien que ce sont les Gabonais qui ont décidé de vous mettre de côté. C'était une boutade. Parlant de la limite d'âge, on veut entendre au fur et à mesure que nous évoluons dans le débat. C'est beaucoup plus une affaire de Brice Oligui Nguema. Non, c'était une boutade. Vous savez que c'est une affaire de Brice Oligui Nguema, c'est pas une affaire de la population. Vous savez ce que la population a décidé à Kanda? La population a décidé que pendant 3 ans, les PDGistes ne fassent pas de politique. Où est-ce que nous en sommes? Les PDGistes ont décidé que père et mère, quand vous n'êtes pas Gabonais de père et de mère, vous ne pouvez pas être candidat. Où est-ce que nous en sommes? Bon, j'y ai participé à débloquer cette situation, bien sûr, mais je veux dire que tout ce que vous pouvez croire qui aura été fait par les Gabonais, ça n'a pas été fait par les Gabonais. Lorsque Oligui Nguema est revenu sur un Gabonais né de père et de mère, il a demandé à qui? Il a pris la décision.
Lorsque il a décidé d'introduire les pédégistes dans sa campagne pour leur remettre le pied à l'étrier, il a demandé à qui? Et qui a boudé, qui a levé le petit doigt? Donc c'est lui qui a décidé de tout. Bientôt, les membres du CTRI qu'il a invités à l'accompagner vont regagner les casernes. Ils seront gros gens devant comme derrière. Donc, il n'y a pas de raison que nous lui fassions obstacle à réussir, parce que sa réussite, c'est la réussite de nous tous. Son échec, c'est l'échec de nous tous. Nous sommes un petit pays et on se rend bien compte que les acteurs politiques sont toujours les mêmes. Parce que les jeunes n'ont pas encore fini de grandir pour prendre par la suite les responsabilités. En attendant, on fait avec ce qu'on a sous la main. Qu'entendez-vous par les jeunes n'ont pas encore fini de grandir, Monsieur le Président? Je veux dire par là que avec Ali Bongo, on a eu la Young Team. Et on sait ce que les jeunes ont pu faire du pouvoir qu'ils ont eu. Ils ont joué avec. Il y a un âge pour tout. Un âge pour assumer les responsabilités de président de la République, parce que assumer les responsabilités de président de la République à un certain âge, ça vous grille. Et je vous assure que ce n'est pas facile d'être président de la République. Et une fois qu'on a été président de la République, au sorti de là, on est complètement vidé. On ne sait plus quoi faire. Et on ne rêve qu'à une chose, se cacher. Donc, ce n'est pas, moi je n'en vis pas au Ligui, mais je dis aux jeunes, il faut savoir patience garder, apprendre. Moi j'ai commencé à la caisse autonome d'amortissement, et pourtant j'étais docteur. Et pourtant c'est moi qui faisais le planton, qui allait faire signer les ordonnances d'aval à la primature chez Léon Mébiam et à la présidence chez Omar Bongo. Ils me connaissaient. Un jeune sorti fraîchement de l'université qui était planton, mais qui faisait en sorte que je surprenne mon directeur général parce que je faisais signer les ordonnances d'aval en une journée. C'est la meilleure façon de connaître l'administration, de connaître les rouages de l'administration. Et ensuite, j'ai été nommé directeur à la Caisse autonome d'amortissement, puis conseiller adjoint d'abord à la présidence, puis conseiller économique et financier à la présidence. Et avant de repartir au Fonds monétaire international et de revenir avec tout ce que j'ai eu comme péripéties. Mais pour vraiment s'assurer qu'on maîtrise l'administration, il faut l'avoir fréquentée. Aujourd'hui, le fait d'être diplômé vous autorise à penser que vous pouvez diriger des administratifs qui sont là depuis des années, qui attendent des promotions aussi, et qui voient arriver des jeunes venant de Don Cezou, parce qu'ils sont proches du pouvoir, parce qu'ils sont dans TikTok ou dans tous les autres avatars de la communication pour se faire voir et puis se faire coopter par le pouvoir pour penser qu'on peut diriger un pays. Donc, moi, je pense que vraiment, je souhaiterais qu'ils sortent de la tête d'Oligui Nguema, qu'il y a un antagonisme entre lui et moi. Il n'y a pas d'antagonisme. Je n'ai pas... j'ai même pardonné tout ce qu'il a fait poser comme acte qui m'aura humilié.
acheté une maison à mon épouse qui a prétendu que j'ai voulu l'assassiner alors que je ne peux pas tuer une mouche, c'est faire preuve de manque de sagesse, alors qu'il aurait pu appeler le vice-président pour lui demander ce qui se passait. Ça lui aurait évité de commettre cette erreur. C'est ce que je lui reproche et qu'il ne faut plus qu'il fasse, parce que c'est humiliant. Le linge sale se lave en famille, dit-on. Oui. Peut-être que vous aurez l'occasion de vous retrouver et d'en parler. Oui, bien sûr. Moi, je le lui ai déjà dit. J'en parle pour dire que je n'en veux à personne. Il ne peut pas y avoir antagonisme entre lui et moi. C'est une jeune prospérité qui a l'ambition de féconder les prospérités plus anciennes et les entretenir, mais qui doit aussi avoir l'ambition de féconder les jeunes prospérités comme lui, ou les plus jeunes, pour qu'ensemble, le Gabon puisse se construire en respectant l'autre, en n'humiliant pas l'autre, en ne profitant pas de sa position pour écraser l'autre. Parce que tout ça n'est que vanité, vanité des vanités, tout n'est que vanité, n'est-ce pas? Alors donc, pour terminer, Monsieur le Président, oui. La 5e République est en marche, quelles sont vos attentes? La 5e République, c'est un bien grand mot. 5e République, comme en France, curieusement, de sortir de là un peu, de ces schémas qu'on vous impose. Ce que les Gabonais veulent d'un nouveau président ou d'une nouvelle République, c'est que déjà les fondements soient des fondements durables, fiables, viables. Si une constitution est mal faite, et c'est la plus mauvaise que j'ai jamais connue, on ne peut pas dire que ça fonde durablement une 5e République. Ça, c'est d'un. De deux, ce que les Gabonais attendent, c'est de vivre libre. Vivre libre suppose déjà qu'on ait inculqué à chaque Gabonais cette notion qui lui manque de citoyen patriote et de lui inculquer un certain nombre de valeurs d'abord essentielles pour qu'il soit un homme ou une femme libre. C'est le courage. C'est que chaque Gabonais ait en vue l'esprit d'initiative, l'esprit d'abnégation et l'esprit d'effort. C'est ce qui aidera le président, c'est ce qui rassurera les présidents qu'il a à côté de lui une population qui peut l'accompagner, qui décide de l'accompagner. Et c'est à lui, donc, en face d'une population qui a donc une vraie éthique, ce qui donnera à chacun l'envie d'être libre et donnera au président le courage de dégager les moyens pour assumer cette liberté. Inventer des solutions pour que chaque Gabonais ait un travail correctement rémunéré, ça éradique, c'est l'éradication du chômage. Faire en sorte que chaque Gabonais ait un logement, c'est répondre à ce droit. Parce que les Gabonais ne savent pas que c'est un droit pour eux d'avoir un logement et que l'État a le devoir de donner à chaque Gabonais un logement décent. C'est pouvoir éduquer correctement les enfants avec une adéquation éducation-emploi, n'est-ce pas? Éducation-emploi, c'est-à-dire aussi inculquer des notions que l'État ne peut pas tout faire et qu'on ne peut pas tout attendre de l'État et que la forme d'autres Gabonais au fur et à mesure de votre évolution. Ensuite, de pouvoir soigner, pouvoir se soigner, c'est-à-dire mettre en place des structures tant en milieu rural qu'en milieu urbain pour prévenir la prévention au niveau de la santé. Par exemple, je n'ai pas vu dans les projets de société
dans le mien, il figure, où, s'agissant de la santé, il faut d'abord partir du village. Les soins de santé à la base, avec des dispensaires de village, mais avec un médecin itinérant qui dispose d'un moyen de locomotion, qui va dans chaque village voir ceux qui sont malades, les soigne sur place ou les évacue au centre médical. Et au centre médical, un autre médecin qui est là pour les recevoir, qui joue aussi le rôle peut-être du chef du centre médical. Donc, comment structurer la santé déjà à la base pour que personne ne soit oublié et pour que de vrais médecins itinérants aillent dans tous les villages du département et qu'au niveau du département, au centre médical, il y ait 1 ou 2 médecins pour recevoir les malades, les hospitaliser. Les cas les plus graves, parce qu'il y aura une ambulance, sont évacués à la ville la plus grande, c'est-à-dire à la capitale provinciale, où il y a un certain nombre de spécialités. Et ceux qui sont encore plus graves, on les envoie à la capitale. Quand je vois qu'on veut mettre en Djolé un centre de traumatologie, en disant il faut spécialiser, vous voyez quelqu'un qui est souffrant venant de Tchibanga, s'il faut l'évacuer par avion parce que c'est délicat, il va aller atterrir où en Djolé? Mais on fait des choses parce qu'on a envie de le faire, parce que ça sonne bien. Non, il faut organiser les choses que, à partir de la province, maintenant, les spécialités les plus pointues, on les trouve à la capitale pour éviter les évacuations sanitaires en dehors du Gabon. Et par conséquent, si les gens sont en bonne santé, depuis les villages, depuis les districts, depuis les départements, depuis les provinces, on peut être sûr qu'au niveau national, les gens seront en bonne santé et pourront être à même de marquer leur disponibilité et leur liberté pour assumer les projets proposés par le chef de l'État. Donc tout ça, c'est un tout. Et une seule personne ne peut pas tout faire. Oligui Nguema, je vous ai dit qu'il a tout fait pour avoir une constitution taillée à sa mesure. Mais aujourd'hui, il se rend compte que rien ne va. Pourquoi? Parce que quand je l'entends demander à ses conseillers d'élaborer des décrets pour que on donne au vice-président du gouvernement les fonctions qu'avait le Premier ministre, chef du gouvernement, alors pourquoi avoir effacé de la Constitution le Premier ministre, chef du gouvernement? Le Premier ministre, chef du gouvernement était infusible. Là, il n'a plus de fusible. Il prend tout à la figure parce qu'il est chef du gouvernement et chef de l'État. Le vice-président du gouvernement n'est là que pour assumer des tâches que le président voudra bien lui confier. Ce n'est pas le vice-président du gouvernement qui ira répondre de certaines questions à l'Assemblée nationale et les assumer en tant que tel. S'il le fait, il le fait au nom du gouvernement. S'il est sanctionné, au nom du chef de l'État, s'il est sanctionné, c'est le chef de l'État, chef du gouvernement, qui est sanctionné. C'est pas le vice-président. Donc, on a fait des choses et on s'aperçoit que, à la limite, il faut revenir là-dessus. Parce que un seul doigt ne peut pas laver la figure, ne peut pas être tout seul, assumer toutes les responsabilités et de chef de gouvernement et de chef de l'État. Or, il y a même des professeurs de droit, paraît-il, des universitaires, qui ont eu, par hypocrisie, à penser que le chef de l'État pouvait tout faire. Lui-même demande à ce qu'on donne des fonctions de chef de Premier ministre au vice-président du gouvernement. C'est quoi ça? On ne peut pas, dans la Constitution, il est prévu les missions du vice-président du gouvernement. Et on ne peut pas le changer.
Et donc, c'est vous dire que tout en se félicitant que des élections se soient bien passées et qu'on ait un président correctement élu, à presque 100%, le plus dur reste à venir. Et on se rend bien compte que il ne faut pas avoir à sa table tous les plats possibles et ne plus pouvoir avoir le ventre pour tout ingurgiter. Donc il faut profiter maintenant qu'il refasse une constitution qui soit digne du Gabon et qui, puisqu'il est maintenant élu, se réconcilie tout le monde, en tout cas donne au Gabon des institutions, puisqu'on ne les a pas encore, qui soient dignes d'espoir. Voilà donc, Monsieur le Président Pierre Claver Marangamsavo était notre invité ce jour sur vatrikov.com. La petite entrevue d'émission. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci à vous, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.